Électrochoc, le podcast des électrons libres. Et si à force de refuser l'échec, on ratait le coche du progrès? Aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui fâche un peu. Pourquoi l'Europe, avec ses ingénieurs brillants et ses universités d'excellence, n'a-t-elle pas son propre Google, son propre Tesla? C'est une excellente question, Max. On a l'impression d'avoir tous les ingrédients, mais que la recette ne prend pas. On est les champions du monde des industries bien établies comme l'aéronautique ou l'automobile. On est sur une autoroute, on avance bien, c'est maîtrisé. Exactement. Mais dès que la route devient sinueuse, dès qu'on entre dans le secteur de la tech, de l'intelligence artificielle, du cloud, on dirait qu'on cale. Les Américains, eux, ils adorent ces routes de montagne. Ils foncent, ils prennent des risques, et souvent, ils atteignent des sommets que nous, on regarde d'en bas. Et ce n'est pas une question de talent, ni même d'argent. On sait financer des projets colossaux. Le vrai problème, et c'est contre-intuitif, c'est notre rapport à l'échec. En Europe, et particulièrement en France, échouer coûte une fortune. C'est le cœur du sujet. Quand on lance un projet innovant, on sait qu'il y a de grandes chances qu'il ne marche pas. C'est la nature même de l'innovation. Aux États-Unis, quand un projet comme le Fire Phone d'Amazon est un fiasco, ils arrêtent tout, réallouent les équipes et l'argent, et passent à autre chose. Et de ces nombreux essais, de ces nombreux échecs, naissent des succès planétaires comme Amazon Web Services ou Kindle. Leur logique est simple. On investit massivement, on accepte de perdre de l'argent sur 8 projets sur 10 parce que les 2 qui réussissent vont tout compenser, et bien plus encore. Alors qu'en Europe, cette stratégie est tout simplement impossible. Si une entreprise veut arrêter un projet, elle se retrouve face à un mur. La procédure pour se séparer d'une équipe est extrêmement longue et coûteuse. Oui, et on ne parle pas seulement des indemnités de licenciement. Il y a la durée de la procédure elle-même, qui peut prendre 1 an, pendant lequel on continue de payer les salaires, les locaux, sans aucune rentrée d'argent. Et puis il y a tout le package social, les mesures de reclassement, de formation. Des études très sérieuses ont chiffré ça. En France, le coût moyen pour une entreprise qui restructure, c'est l'équivalent de 38 mois de salaire par employé. 38 mois, c'est plus de 3 ans. En Allemagne, c'est 31 mois. En Italie, c'est 49 mois. C'est colossal. Face à un tel risque financier, quel investisseur, quelle entreprise va oser se lancer dans un projet de rupture? C'est comme si on vous disait « Vous pouvez jouer au poker, mais si vous perdez une main, vous perdez votre maison. Personne ne jouerait ?» C'est exactement ça. Le calcul est vite fait. Même si on a le même taux de réussite que les meilleures entreprises américaines, les coûts liés à nos échecs sont si élevés qu'ils anéantissent les gains de nos succès. Au final, on perd de l'argent. C'est absurde, mais c'est la réalité économique. Du coup, on se concentre sur ce qu'on sait faire. Les industries matures, où le risque est faible. On améliore l'existant, mais on ne crée pas la prochaine grande révolution. Et pendant ce temps-là, les technologies qu'on utilise tous les jours, nos smartphones, nos logiciels, sont créées ailleurs. La valeur, les emplois bien payés, les recettes fiscales, tout ça nous échappe. C'est un constat un peu déprimant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. On n'est pas condamné. Il suffit de regarder certains de nos voisins européens qui s'en sortent beaucoup mieux. Tu penses à la Suisse, au Danemark ou à la Suède? Exactement. Chez eux, les coûts de restructuration sont bien plus faibles. En Suisse, on parle de 2 mois et demi de salaire. Au Danemark, 3 mois. On est très loin de nos 38 mois. Et le résultat est là. Leurs investissements dans la recherche et le développement sont bien plus dynamiques et rentables. Et leur secret, c'est un modèle qu'on appelle la flexi-sécurité. L'idée est simple et très intelligente. On ne protège pas l'emploi à tout prix, on protège la personne. C'est toute la différence. Les entreprises peuvent s'adapter plus facilement aux évolutions du marché, donc elles osent innover, mais en contrepartie, le salarié qui perd son emploi est extrêmement bien protégé. Il a des indemnités de chômage élevées et surtout un accompagnement très poussé pour retrouver rapidement un travail. L'échec d'un projet ne devient plus un drame personnel, mais une simple étape dans un parcours. On facilite le rebond et ça crée un cercle vertueux, plus d'innovation, plus de croissance, un marché du travail plus dynamique et moins de chômage. Alors, la question à 1 million, peut-on appliquer ça en France sans mettre le feu au pays? Parce que on sait que toucher au droit du travail, c'est très sensible. C'est là qu'une idée vraiment intéressante émerge. Plutôt que de tout changer d'un coup, on pourrait commencer de manière ciblée. Par exemple, en appliquant ce principe de flexi-sécurité
uniquement aux emplois les plus qualifiés et les mieux rémunérés, disons le top 10% des salaires. C'est malin. Ce sont des profils qui par nature sont déjà très agiles et qui retrouvent facilement du travail. L'impact social serait donc très limité, mais l'effet sur l'innovation serait énorme. Car ce sont précisément ces profils qu'on retrouve dans les projets de recherche et développement. Et les chiffres potentiels donnent le vertige. Si on adoptait un modèle comme celui du Danemark, on pourrait générer 50 milliards d'euros d'investissements privés supplémentaires par an dans la tech, sans dépenser un seul sou d'argent public. 50 milliards, c'est gigantesque. Ça veut dire plus d'entreprises, plus d'emplois, plus de salaires et donc plus de recettes pour l'État pour financer nos services publics, nos retraites, notre système de santé. C'est un projet gagnant-gagnant. Au fond, ce n'est pas juste une question d'économie, c'est une question de souveraineté. Est-ce qu'on veut continuer à utiliser les technologies des autres ou est-ce qu'on veut maîtriser notre destin et construire le futur ? L'histoire nous a montré que les nations qui ne maîtrisent pas la technologie finissent par être dominées. Mais restons optimistes. L'Europe a des atouts incroyables. On a prouvé par le passé qu'on pouvait être des leaders mondiaux avec Airbus, le TGV ou le nucléaire. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est ni le talent ni l'argent. C'est simplement le droit d'essayer et donc le droit d'échouer. Parce que c'est en autorisant l'échec qu'on autorise le succès. Refuser l'échec, c'est refuser le progrès. Autoriser l'échec, c'est autoriser l'avenir. Et il ne tient qu'à nous de faire ce choix. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.